Bonjour, c'est le dernier cours pour les options PSI. Après, ce sera des révisions. Donc, ce chapitre, il traite des diagrammes potentiels pH. Je vous les ai déjà présentés dans les chapitres précédents. Donc, c'est des diagrammes qui ressemblent à celui-ci. Vous avez verticalement une échelle de potentiel. Horizontalement, c'est l'échelle de pH. Et dans les zones, les espèces qui sont mentionnées, ce sont les espèces qui sont stables pour des coordonnées à la fois de potentiel et de pH. Donc ici, par exemple, on voit que Mn2+, il existe sur un domaine de potentiel assez grand. Par contre, si le pH dépasse 7,5, Mn2+, va se transformer en autre chose. Alors, ce que nous avons déjà vu dans les chapitres précédents, c'est que quand on avait des réactions uniquement acide-base, il fallait se baser sur une échelle de pH. Et par rapport à l'échelle de pH, si le trait ici représente la limite de prédominance, l'acide existe pour un pH plus petit et la base pour un pH plus grand. Et la limite ici, c'est le pKa du couple acide-base. Le pKa, il va de 0 à 14, puisque à chaque fois, on va raisonner dans l'eau. Donc ici, l'axe de pH sera de 0 à 14. Ensuite, on a vu dans le chapitre redox qu'il pouvait y avoir des échanges d'électrons dans les couples redox. Donc cette fois, c'est un axe de potentiel et non plus de pH. Le plus grand potentiel, ce sera... Ah, je m'aperçois que j'ai écrit une bêtise. Le plus grand potentiel, ce sera la forme réduite. Non, le plus grand potentiel, je recommence, ce sera la forme oxydée, et le plus petit, la forme réduite. Donc, si sur l'axe de potentiel devient vertical, la forme oxydée, elle est au-dessus, et la forme réduite en dessous. Alors, les deux types d'échanges, acide-base et redox, ne sont pas dépendants, ne sont pas indépendants plutôt, donc ils vont être liés, et sur ces diagrammes, on aura à la fois l'influence du potentiel verticalement et du pH horizontalement. Donc à chaque fois, là je l'ai mis dans le bon sens, la forme oxydée, elle est toujours au-dessus et la forme réduite en dessous. Et dans le cas du pH, vous avez la forme acide petit pH et la forme base, l'autre pH, plus grand. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que sur ce diagramme, ici, il y a des frontières horizontales. Ici, par exemple, c'est une frontière horizontale. Donc, cette frontière-là, évidemment, ce serait plus simple si j'y arrivais plus vite. Donc, la frontière horizontale, c'est quand vous avez uniquement des échanges d'électrons entre Mn2+, et Mn. Mn2+, plus 2 électrons, ça donne Mn solide. Donc, si c'est uniquement un couple redox et qu'il n'y a pas intervention de H+, pas de couple acide-base, vous avez une frontière horizontale. Après, vous avez un autre type de frontière, les frontières verticales. Vous en avez une ici et une ici. Donc, ces frontières verticales, elles, c'est quand vous avez uniquement un échange acide-base et qu'il n'y a pas d'électrons échangés. Par exemple, entre ces deux espèces-là, on voit que MnOH2 plus OH-, ça donne MnOH3-. Donc, il y a uniquement pour les espèces acide-base, soit un échange H+, soit un échange OH-, et ça vous fait des frontières verticales. Et après, sur les diagrammes potentiel pH, vous avez tout un tas de limites qui sont inclinées, obliques. Et donc, ces frontières qui sont obliques, qui montent ou qui descendent, c'est que vous avez à la fois un échange d'H+, c'est-à-dire acide-base, et puis d'électrons, c'est-à-dire redox. Donc, ces frontières obliques, ici, vous avez échange d'électrons, et puis aussi, pourquoi je n'ai pas la suite? Ah,
est-il? Donc, vous avez à la fois échange d'électrons et de protons. Dans toutes les frontières qui sont ni horizontales ni verticales, c'est qu'on échange à la fois des protons et des électrons. Alors, on va voir quelques définitions. Ça, il faut les connaître. Ce qu'on appelle le domaine d'immunité d'un métal, en fait, ces définitions, elles sont liées à l'étude de la corrosion des métaux. Le cuivre, c'est un métal qui s'oxyde difficilement et donc on l'utilise de façon intensive pour tous les contacteurs électriques. Les fils électriques, c'est à base de cuivre parce qu'il y a très peu de corrosion. On ne va jamais faire des fils électriques avec du fer parce qu'on sait que le fer, ça rouille. Alors donc, le terme d'immunité d'un métal, ça correspond à la zone où ce métal existe à l'état solide. Et donc là, vous voyez que le manganèse solide, c'est le métal manganèse, c'est la seule zone où le métal il est seul et sous forme solide. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle le domaine d'immunité du manganèse. C'est là où le solide existe. Et si le solide est attaqué par la corrosion, il va y avoir deux possibilités. Soit le terme de corrosion. Corrosion, ça veut dire que le métal se transforme en forme ionique et qui va continuer à être attaqué. Ou sinon, l'autre possibilité, c'est la passivation. Le solide se recouvre d'une couche d'oxyde qui va ralentir la corrosion et parfois l'arrêter. Donc la corrosion va se faire moins vite, mais elle va se faire quand même. Donc la corrosion, ça correspond au domaine où le métal, là le métal manganèse, il est sous forme ionique. Donc ici, ce domaine-là, le domaine de Mn2+, c'est un domaine de corrosion, puisque vous avez le manganèse, au départ qui était solide, qui va être attaqué et se transformer en ion Mn2+, et cet ion Mn2+, lui, il va en fait apparaître quand le métal disparaît. Et Mn2+ va aller dans la solution aqueuse, ça ne va pas protéger le métal, et donc en permanence, le métal va être attaqué. Ici aussi, vous avez un domaine de corrosion, puisque vous avez des ions. Donc à chaque fois que vous avez des espèces ioniques, là aussi, MnOH3-, ça correspond à un domaine de corrosion. Et toutes les autres possibilités, MnO2, Mn2O3, Mn3O4 ou MnOH2, toutes ces espèces-là, ce sont des oxydes solides qui vont se déposer sur le métal et qui vont faire une couche qui le protège un petit peu. Donc, toutes ces zones-là que je n'ai pas identifiées, tout ce qui est solide mais différent du métal, ça correspond à la passivation. Voilà, je ne l'ai pas écrit, mais ça correspond à ces 4 domaines. Madame, j'ai une question. Oui. Au niveau des frontières verticales, bon, du coup, on sait que par rapport au pH, lequel est l'acide et la base, mais je ne comprends pas, c'est que normalement, ce n'est pas en fonction des H qu'on peut les déterminer aussi, les acides et les bases. Alors, moi, j'ai donné comme exemple ici la limite entre MnOH2 et MnOH3-. Et l'équation bilan la plus simple qui est venue, c'est qu'on ajoute OH- et on arrive là. Sinon, vous pouvez dire MnOH2 plus H2O donne celle-là plus H+. Donc, ça a fixé OH- et il reste H+. Donc, MnOH2 plus H2O donne la forme basique plus H+. Donc, les formes acides de base, soit on fait un échange de OH-, soit un échange de H+, et H2O peut intervenir. Et donc, dans le cas de l'oxydoréduction, souvent on écrit H+, et pas H3O+. Ça va plus vite. Et H+, c'est comme si c'était H+ dans l'eau, donc H3O+. Donc, pour les acides bases, soit c'est un échange H+, soit OH-. Voilà. C'est bon? Alors, on va s'intéresser au diagramme du cuivre maintenant.
Donc celui-là, je vous l'avais déjà présenté et je vais vous expliquer comment on calcule les valeurs des frontières, c'est-à-dire les équations. Une frontière verticale comme ça, son équation c'est pH égale constant et pH égale à peu près 4,5. Là, ok. Une frontière horizontale, c'est un potentiel constant. Donc ici, on a E égale à peu près 0,40. Et les autres frontières qui sont obliques, il y en a deux qui descendent, qui sont parallèles, et une qui monte. Elles vont être décrites avec une équation de type Y égale AX plus B. Avec Y, c'est le potentiel. Donc, potentiel égale la pente fois pH plus constante. Voilà, donc on va expliquer comment on trouve ces équations. Alors, avant de commencer, je vais reparler de ces trois domaines possibles. Immunité, corrosion, passivation. Donc ça, c'est des points faciles à prendre dans un concours, si on se rappelle les définitions. Donc l'immunité, c'est quand vous avez le métal solide. Donc là, l'immunité du cuivre, ça correspond à cette zone ici, où il existe à l'état solide. Ensuite, vous avez les domaines de corrosion, c'est quand le métal il va se transformer sous forme ionique. Donc ici, si Cu donne Cu de plus, ça veut dire que le solide disparaît, il forme des ions. Les ions vont aller dans le solvant, H2O, et donc la limite du cuivre, la couche superficielle du cuivre n'est pas protégée, et donc c'est la corrosion. Et les autres domaines, quand vous avez le cuivre sous forme solide, mais lié avec de l'oxygène, donc soit un hydroxyde, soit ici juste l'oxygène, donc un oxyde. Donc ici, vous allez avoir le domaine de passivation, c'est-à-dire que le solide cuivre se recouvre d'une carapace d'oxyde ou d'hydroxyde solide qui va le protéger de la corrosion. Donc sur les vieux toits en cuivre, ça donne une teinte un peu verte, donc ces oxydes de cuivre. Donc ça se reconnaît de loin quand vous avez une toiture un peu ancienne d'une église où il y a du verre, c'est le cuivre qui s'est oxydé. Alors les différents types d'échanges, ici vous avez une frontière verticale. Donc cette frontière verticale, ça correspond à un échange acide-base. Donc ici vous voyez que Cu de plus, pour aller à CuOH2, on peut ajouter directement 2 OH-. Cu de plus 2 OH- donne celui-là. Ou alors, vous pouvez écrire Cu de plus 2 H2O donne la base plus 2 H+. Donc là, on a bien un échange uniquement de protons ou de OH-. Ici, vous avez une frontière horizontale. Donc, c'est uniquement un échange d'électrons. Cu de plus, Cu, il y a 2 électrons entre les deux. Et puis, les deux pentes obliques, et là aussi, il y en a une. Donc là, c'est quand vous avez à la fois un échange acide-base et électrons. Donc ici, cette case, je la montrerai après. Donc là, je vais vous expliquer comment on fait pour un diagramme fourni pour trouver toutes les frontières. Alors, les plus simples frontières, c'est toujours les horizontales ou les verticales. Horizontales, c'est toujours un peu plus facile. Verticales, il va falloir faire intervenir des notions avec les solides ou les acides-bases. Des fois, c'est plus compliqué. Donc, je vais commencer par la frontière horizontale entre Cu2 plus Cu. C'est cette ligne ici. Donc, vous devez d'abord écrire l'équation, un peu comme une équation bilan entre les deux espèces. Donc, Cu2 plus donne Cu avec 2 électrons échangés. Donc, pour trouver la limite qui est potentiel constant, donc on écrit la relation de Nernst. Donc, vous vous rappelez, E, c'est E0. Donc, c'est le potentiel standard qui sera toujours fourni dans l'énoncé.
donc cette valeur c'est 0,34, plus 0,06 divisé par le nombre d'électrons échangés dans le couple, ici c'était 2. Log de la forme oxydée Cu2+, c'est une concentration parce que c'est une forme ionique, sur l'activité de Cu qui est un solide, donc ça fait 1. Surtout ici, là, n'écrivez pas concentration de Cu, ça c'est une aberration. Donc le diagramme potentiel pH, il est toujours donné avec une valeur de concentration totale en cuivre. Des fois, c'est 1 mol par litre, des fois, c'est 10-1, 10-2, 10-3. Donc, cette concentration totale en cuivre, c'est la concentration pour les formes solubles. Donc, si je m'intéresse à la limite ici entre Cu et Cu2+, je vais considérer que le cuivre existe à l'état solide, mais qu'il y en a très peu. Et donc, toute la forme de cuivre, elle est sous forme Cu2+. Donc, Cu2+, ça va être égal à la concentration à 1 mol par litre, puisque c'est ce qui est donné dans l'énoncé. Donc, si on remplace par 1 mol par litre, log de 1, ça fait 0. Donc, ce terme-là, il disparaît. Et il vous reste uniquement E0, potentiel standard, qui est donné dans l'énoncé, qui vaut 0,34 volts. Donc, la limite ici, elle est à 0,34. Donc, ça, les limites potentielles constants, elles sont toujours faciles à déterminer. Alors maintenant, on va s'intéresser à la frontière verticale, ici. La frontière verticale, elle est entre Cu2+ et CuOH2. Alors, pour savoir comment on écrit l'équation bilan, est-ce qu'on écrit Cu2+ plus 2OH- donne CuOH2, ou alors Cu2+ plus 2H2O donne CuOH2 plus 2H+. Pour savoir laquelle équation on doit écrire, il va falloir, l'une ou l'autre, il va falloir regarder qu'est-ce qu'on vous donne dans l'énoncé. Donc là, aujourd'hui, je ne vous donnais pas grand-chose, mais on vous indique que le produit de solubilité de CuOH2, il a une certaine valeur, pKs égale 19,6. Donc, ça veut dire que Ks, c'est 10 puissance moins pKs, donc 10 puissance moins 19,6. Donc, le produit de solubilité, c'est toujours quand le solide donne des ions. C'est-à-dire que la réaction qui est ici, elle est à l'envers par rapport à la réaction de solubilité. La solubilité, comme on a vu dans le chapitre précédent, c'est que le solide donnait les ions. Donc, on doit s'intéresser à la réaction de dissolution du solide, c'est-à-dire quand le solide donne les ions. Donc, c'est la réaction que j'ai écrite ici à l'envers de celle-là. Donc, pour savoir laquelle écrire, je vous redis, c'est l'énoncé qui vous donnera des indications. Là, on vous donnait le pKs, et donc, vous savez qu'il faut écrire la réaction de dissolution. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ça? La constante Ks, c'est le quotient à l'équilibre de l'activité des produits sur l'activité de réactifs. Les produits, il y en a deux. Il y a Cu2+ qui est aqueux, donc il intervient ici, ce sera la concentration. Ensuite, OH-, vous voyez qu'il y en a deux, donc ce sera l'activité OH- au carré. Donc là, il ne faut pas oublier le carré. Et on divise par l'activité du réactif, CuOH2 qui est solide, et donc ça fait 1. Donc là, vous avez l'expression Ks, c'est Cu2+ fois la concentration OH- au carré. Et ça fait 10 puissance moins 19,6. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver l'équation ici, pH égale constante égale à peu près 4,5. Donc pour trouver le pH, on va d'abord devoir trouver combien vaut la concentration OH-, et comme on sait qu'il y a un lien entre OH- et H+, on va trouver le pH.
Donc, on impose une concentration totale en cuivre, 1 mol par litre. Ça, c'est écrit sur l'énoncé à chaque fois. Donc, il faut chercher la valeur de la concentration. Ça peut changer. Comme c'est 1 mol par litre, ça veut dire que le Cu2+, qui est ici, je le remplace par 1. Donc, c'est comme si ça disparaissait. Donc, ça fait directement OH- au carré, c'est 10 puissance moins 19,6, c'est-à-dire Ks. Donc, vous, si vous voulez uniquement la concentration OH-, il suffit de faire la racine carrée de l'expression précédente. Racine carrée de 10 puissance moins 19,6, ça revient à diviser la puissance par 2. Donc, ça fait 10 puissance moins 9,8. Donc là, normalement, j'aurais dû rajouter mol par litre. Je vais le faire. Puisque quand on donne un résultat, on doit mettre l'unité. Donc, à partir de là, on va en déduire le pH. Donc, on utilise le fait que le produit ionique de l'eau Ke, c'est H+ fois OH-. Donc, si je veux avoir H+, il suffit de diviser Ke par la concentration OH-. Et la concentration OH-, je viens de la déterminer, puisque c'était 10 puissance moins 9,8. Donc, quand vous faites le calcul, là, c'est des maths, 10 puissance moins 14 sur 10 puissance moins 9,8, ça fait 10 puissance, la différence entre le haut et le bas, 10 puissance moins 4,2. Et nous, on veut savoir la valeur du pH. pH, c'est moins log H+. Moins log, c'est la fonction réciproque de 10 puissance moins. Donc, en fait, le 10 puissance moins ici avec le moins log, ça se neutralise et il vous reste uniquement la puissance en valeur absolue. Donc, pH égale 4,2, ça correspond à la limite ici. Voilà, on peut vérifier graphiquement qu'on est à peu près entre 4 et 5, vers 4,5, donc 4,2, c'est cohérent. Madame, Oui? cette étape, ça dépend si on est en milieu basique, neutre ou acide, c'est ça? Non, pas du tout, puisque là, on est en milieu acide, pH égale 4,2, et pourtant, j'ai raisonné sur les concentrations OH-. Oui, mais vous êtes passé justement de OH- à H+, parce qu'on était en acide, non? Il Non, faut toujours le faire. non, je suis passée par H+, parce que pH, c'est moins log H+. Et donc, connaître la concentration OH-, ça ne me donne pas directement le pH. Donc là, ce raisonnement, il est valable quel que soit le pH, que ce soit pH acide ou basique. On calcule la concentration de OH-, parce que OH-, en fait, c'est la base qui fait partie de ce couple-là, de CuH2. Donc, j'ai déterminé la concentration OH-, mais avec OH-, je n'avais pas directement le pH. Donc, je suis obligée d'utiliser pH égale moins log H+. Et donc, pour avoir H+, il faut passer par le Ke. Donc, ce raisonnement, là, il est en milieu acide, mais on aurait un pH 12 ou 13, c'était pareil. On appliquait ce même raisonnement. Ok, merci. Donc là, on a vu les deux frontières à peu près faciles. Comme j'ai dit, l'horizontale, c'est simple. Verticale, des fois, c'est plus compliqué parce qu'il faut faire intervenir Ks. Donc maintenant, on va s'intéresser au domaine oblique. Et en général, on ne vous demande pas toute l'équation y égale x plus b, on vous demande uniquement la pente. Quelle est la pente des limites entre deux espèces? Donc, on va d'abord voir la limite entre Cu et Cu2O, c'est-à-dire la limite ici, la plus basse. Donc, pour trouver une équation de limite, ça, ce sera valable tout le temps, on écrit l'équation entre les deux. Donc, Cu qui va équilibrer avec Cu2O. Donc, on doit équilibrer d'abord le cuivre, c'est pour ça que j'ai mis un 2 devant. Ensuite, l'oxygène en ajoutant H2O, puis l'hydrogène avec H+, et enfin les électrons. Donc ici, peu importe dans le sens où vous l'avez écrit, le plus souvent on écrit ox donne red, là ça se trouve que j'écris dans l'autre sens,
peu importe. Donc là, vous voyez qu'il y a à la fois des H+, et en même temps des électrons. Donc vous avez un échange simultané acide-base et redox. C'est pour ça que la pente, elle va être inclinée et qu'elle ne va pas être ni horizontale ni verticale. Donc on doit écrire la relation de Nernst pour ce couple-là. Alors c'est un peu long à écrire. Donc E égale à potentiel standard du couple qui nous intéresse. Alors le plus souvent, ce potentiel standard ne sera pas donné par l'énoncé. Le potentiel qui sera donné dans l'énoncé, c'est celui de Cu2 plus Cu. Celui entre Cu2O et Cu ne sera pas donné, mais ce n'est pas grave, vous savez que ça, c'est une constante. Donc si c'est une constante, ça sera dans le terme de l'ordonnale origine, c'est-à-dire sur l'axe vertical de potentiel. Donc l'ordonnale origine dépendra de cette valeur E0, mais comme on vous demande en général la pente, c'est-à-dire de coefficient directeur, si ça descend ou si ça monte, donc ce terme-là, même si vous le connaissez, ce n'est pas grave. Donc Nernst, c'est E égale E0 plus 0,06 sur le nombre d'électrons échangés, il y en a 2, log de l'activité de la forme oxydée. Alors là, ne vous trompez pas, ce n'est pas parce que je l'ai écrit à l'envers que oxydée, c'est là. La forme oxydée, c'est celle qui est à côté des électrons. Donc vous avez Cu2O, c'est un solide, donc ça fera 1. H+, on le laisse sous forme concentration. On n'écrit pas le terme C0. Et ensuite, divisé par la forme réduite, vous avez Cu, j'ai oublié au carré, donc c'est l'activité de Cu au carré. Après, c'est pas grave, on oublie, puisque l'activité de Cu, ça fait 1 de toute façon. Fois l'activité d'H2O, c'est le solvant, donc ça fait 1 aussi. Donc, tout va se simplifier dans le terme log, sauf H+. Il y a tout qui fait 1, sauf H+. Donc, à partir de là, vous avez log H+ au carré. Log H+ au carré, c'est comme si c'était 2 log H. Donc, le 2 qui est en bas va se simplifier avec le carré qui est là. Et il va vous rester uniquement plus 0,06 log H+, c'est-à-dire moins 0,06 pH, puisque pH, c'est moins log H+. Donc, la droite qui était oblique, la frontière entre Cu et Cu2O, elle a comme pente moins 0,06 volts. La pente, c'est l'unité de Y divisée par l'unité de X. L'unité de Y, c'est le potentiel, donc c'est des volts, et l'unité de pH, il n'y en a pas. Donc ça fait uniquement volts. Moins 0,06 volts. Et ce 0,06, c'est celui de l'équation de Nernst, ici. 0,06. Donc ça aussi, c'est toujours donné dans l'énoncé. RT sur F, ln de 10, ça fait 0,06, c'est ce terme-là. Alors je vais m'intéresser à la frontière qui est juste à côté, celle qui semble parallèle. Donc c'est la limite entre Cu2O et CuOH2. Donc puisqu'elles sont parallèles, normalement on devrait trouver une pente identique à celle de l'autre, c'est-à-dire 0,06, moins 0,06. Donc on fait pareil, on écrit l'équation qu'il y a entre ces deux formes, CuOH2 et Cu2O. Donc quand vous l'écrivez, ça vous donne ceci. On l'écrit toujours de base en milieu acide, même si là, visiblement, c'est plutôt en milieu basique que ça se passe, mais de ce côté, il y a un peu acide. Peu importe, de toute façon, qu'on l'écrive en milieu acide ou basique, on va se retrouver, nous, comme on veut juste la pente, il faut avoir quelque chose en fonction du pH. Donc, quand vous écrivez la relation de Nernst, E0 du couple des deux espèces qui nous intéressent, cette valeur, c'est très probable qu'elle ne sera pas donnée dans l'énoncé,
Mais ce n'est pas grave, on sait que cette valeur existe, même si on ne la connaît pas. Elle sera partie intégrante de l'ordonnale origine, donc peu importe si vous ne la connaissez pas, mais on peut l'écrire comme ça parce qu'on sait qu'elle existe. Donc 0,06 sur 2 électrons échangés, log de la forme oxydée, c'est ça. Donc CuOH2 au carré, H plus au carré, et divisé par la forme réduite, vous avez Cu2O, l'activité fait 1 parce que c'est le solide, et l'activité de l'eau puissance 3, mais ça fait 1 aussi parce que c'est le solvant. Et donc, tout ce qui est dans le terme log va se simplifier, sauf H+. Donc, on va se retrouver avec une expression qui ressemble à celle de tout à l'heure. Ce n'est pas le même E0, mais ça ressemble tout à fait. Donc, on voit qu'on a log H+ au carré. Le carré va se simplifier ici, et ça va vous donner une équation qui ressemble à la précédente. Et donc, la pente, la même valeur, moins 0,06 volts, ça veut dire que vous avez deux droites parallèles. Donc ça, la pente entre deux solides, c'est toujours de moins 0,06 volts. Vous voyez que là, on a Cu solide, Cu2O, les deux sont solides, et entre ces deux-là qui sont solides aussi, on a toujours une pente moins 0,06 volts. Donc ça, c'est une vérification que vous pourrez faire après dans un autre exercice. Alors pourquoi la pente entre deux solides de forme neutre, c'est toujours de 0,06 volts? C'est parce que quand vous avez deux formes neutres, par exemple Cu et puis Cu2O, quand vous avez équilibré, vous devrez mettre des H+, et comme tout est neutre, il y aura autant de H+ que d'électrons. Donc ici, on a deux H+ avec deux électrons. Le 2 de 2 électrons, il se trouve ici. Et le 2 de 2 H+, c'est le carré qui est là. Et donc, comme ces deux se neutralisent, il va vous rester toujours moins 0,06 pH. Donc, quand vous avez deux espèces solides, la pente, c'est obligé que ça soit de moins 0,06 volts. Alors, je passe maintenant au diagramme du fer. Là, je vais vous montrer comment on a fait la construction, et j'aurais pas dû mettre les espèces. J'ai spoilé le résultat en fait. Ça, je ne le savais pas. Donc, il y a des exercices qu'on peut vous donner où vous avez un diagramme avec les pentes qui sont tracées, mais toutes les espèces, on vous les donne à côté. Et donc, on vous dit qu'il y a du Fe2+, Fe, il y a du Fe3+, et comme solide, il y a FeOH2 ou FeOH3. Donc, au début, il y a forcément un listing de toutes les espèces possibles qui sont dans ce diagramme-là, mais au début, les espèces, on ne sait pas où elles sont. Donc, c'est présenté de cette façon-là. Donc, premièrement, identifier les domaines des espèces concernées et remettre les noms des espèces dans les bonnes zones. Alors, pour faire ça, on est obligé de regarder le degré d'oxydation des différentes espèces. Le degré d'oxydation, c'est combien d'électrons a perdu l'espèce par rapport au métal seul, au métal initial. Ça, on l'avait vu dans la partie redox. Donc, si vous prenez le fer solide, combien d'électrons il a perdu par rapport à lui-même? Ben, 0, puisque c'est déjà la forme initiale. Donc, on sait que le fer, c'est un degré d'oxydation 0. Fe2+, s'il y a deux charges plus, c'est qu'il a perdu 2 électrons.
Donc, le nombre d'oxydation du fer, ça va être 2 qu'on écrit en chiffres romains. Ensuite, Fe3+, c'est un raisonnement tout à fait similaire. Il a perdu 3 électrons. Et les deux espèces solides, FeOH2 et FeOH3, on voit que FeOH2, c'est comme si c'était Fe2+, plus 2 OH-. Donc OH-, on le connaît. Et donc là, vous allez avoir directement Fe2+. Donc ça va ressembler à celui-là. Et le dernier, FeOH3, c'est comme si c'était Fe3+, avec 3 OH-. Donc c'est degré d'oxydation 3. L'oxygène, on va toujours dire que c'est -2 et le H, c'est +1. Donc on peut dire que OH, OH-, en tout, ça fait -1. Donc avant de reporter les espèces possibles sur le diagramme, il va falloir regarder comment les positionner les unes par rapport aux autres. Donc, j'ai commencé le cours en disant que quand vous aviez un couple redox, on a ox au-dessus de red. Et pour les placer les unes par rapport aux autres, on va regarder les nombres d'oxydation. Donc, celui qui a le plus petit numéro, 0, c'est la forme la plus réduite. Et celui qui a le plus grand numéro, c'est celui qui est le plus oxydé. Donc, le plus réduit, il doit être en bas et le plus oxydé en haut. Donc, le plus réduit, vous avez le fer. Donc, le fer, lui, il va se trouver le plus bas possible. Donc, ça, c'est le degré 0. Degré d'oxydation 0. Ensuite, au-dessus, vous allez avoir le degré 2. Et encore au-dessus, le degré 3. Donc, ça, même si l'énoncé ne vous l'a pas demandé, il faut classer les degrés d'oxydation 0, 2 ou 3 de toutes les espèces qu'on a rencontrées. Et donc, verticalement, on va pouvoir les mettre les unes par rapport aux autres. Donc, degré 2, j'ai Fe2+, et puis j'ai FeOH2 aussi. Donc, ces deux, ils sont au degré 2. Et ensuite, il y a Fe3+, et puis FeOH3. Alors ensuite, je vais utiliser le fait qu'entre un couple redox, s'il y a uniquement des électrons échangés, c'est une frontière horizontale. Donc là, on voit qu'entre Fe, Fe2+, là, on aura une frontière horizontale, et Fe2+, Fe3+, encore une autre frontière horizontale. Donc on va avoir ça ici et là. Donc pour placer les frontières horizontales, il faut qu'il y ait uniquement des électrons échangés entre les différentes espèces. Et ensuite, pour placer les frontières verticales, ici, verticales pures, donc là on voit que sur le dessin il y en a 2, il faut regarder un couple acide-base qui échange uniquement H+ ou OH-. Donc là, vous avez par exemple Fe3+ et FeOH3. Donc, quelle équation on va pouvoir écrire entre ces deux-là? C'est FeOH3 donne Fe3+ plus 3 OH-. Donc, vous voyez que dans l'équation, FeOH3, il va libérer des ions OH-, et donc ça, c'est plutôt une base. Donc, ça va se trouver plutôt dans l'autre sens. Fe3+, c'est la forme acide, et FeOH3, c'est la forme basique. Et pareil en dessous, FeOH2, ça donne Fe2+, plus 2 OH-. Donc en fait, vous voyez que les frontières horizontales, elles sont ici, et vous allez avoir des frontières verticales entre les espèces qui échangent uniquement H+ ou OH-. Donc une frontière verticale ici, et une autre frontière ici. Donc là, ça c'est mon petit brouillon. Par rapport au diagramme qui existe, vous voyez que les deux frontières horizontales, ici, ces deux-là,
elle se retrouve ici et là. Donc, je sais que le fer, c'est celui qui est le plus bas. Donc, il va se trouver ici. Au-dessus, il y aura Fe2+, dans cette zone, et Fe3+, c'est cette zone-là, la plus petite. Et ensuite, les frontières verticales, il y en a deux aussi, uniquement entre une espèce qui libère des OH-, ou qui capte OH-. Donc, on voit qu'Fe3+ et FOH3, il faut qu'ils soient au même niveau. Donc, pour qu'ils soient au même niveau, FeOH3, c'est forcément ici, puisque c'est aligné au même niveau que Fe3+. Et l'autre, FeOH2, il doit être au même niveau que Fe2+. Et donc, là, vous avez la frontière verticale. Donc, FeOH2, il va se retrouver ici, dans cette bande assez étroite. Et il y a une frontière verticale ici avec Fe2+. Donc, identifier les domaines des espèces concernées, vous voyez qu'il a fallu faire tout un raisonnement sur le degré d'oxydation, les placer les unes par rapport aux autres verticalement, et ensuite, du point de vue acide-base, les placer dans l'autre sens. Ça, on peut vous demander de le faire, même si ce n'est pas explicitement précisé de quelle façon. Donc ça, il faut s'en rappeler. Ensuite, attribuer les termes immunité, corrosion, passivation. Immunité, c'est quand vous avez le métal sous forme solide directement. Donc ici, le domaine du fer, c'est le domaine d'immunité du fer. Alors, un exemple, c'est quand vous avez des conduites en acier enterrées qui doivent contenir de l'eau, par exemple. Pour éviter que ces conduites en acier, elles rouillent, on peut mettre un générateur de courant qui va imposer que la tuyauterie, elle ait un potentiel compris ici entre moins 0,5 et moins 1, donc par exemple à moins 1 volt. Donc si vous avez un générateur extérieur qui impose que le fer soit à un potentiel compris entre moins 0,5 et moins 1, dans ce domaine-là, alors le fer, il est dans son domaine d'immunité, c'est-à-dire la conduite ne va jamais rouiller. Elle va résister à la corrosion. Mais il faut un générateur. Ensuite, vous avez les domaines de corrosion. Corrosion, c'est quand l'espèce se transforme en forme ionique et la forme ionique ne protège pas de la corrosion. Donc, si Fe donne Fe2+, Fe2+, il part dans l'eau, il ne va pas protéger le fer. Et là aussi, en haut, vous avez un domaine de corrosion sous forme Fe3+. L'ion Fe3+, il est orange et c'est un peu la couleur de la corrosion. La rouille, elle est orange. Et ensuite, les domaines de passivation, c'est quand le métal se retrouve sous une autre forme que lui-même, mais solide. FeOH2, FeOH3, ce sont des solides. Et donc, ça va être un domaine de passivation, c'est-à-dire que le métal fer, il se recouvre d'une couche d'hydroxyde un peu assimilable à la rouille, et ça va ralentir la corrosion, mais ça ne l'arrête pas. Donc, la rouille, elle fait partie de ce qu'on appelle le domaine de passivation, c'est-à-dire que le fer a subi la corrosion, mais la corrosion sera ralentie par le dépôt solide qui protège le métal de l'eau. Alors, ce qu'on peut demander après dans un exercice ici, c'est de donner les équations de frontière horizontale. Donc ça, c'est les équations toujours les plus faciles. Les deux horizontales, c'est potentiel égale constante en volts. Après, les équations de frontière verticale, souvent, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est encore faisable. Et puis, pour les autres, les pentes obliques, en général, on vous demande uniquement les pentes. Donc là, vous voyez qu'entre FeOH2, on a deux espèces solides.
Et entre FeOH2 et FeOH3, encore deux espèces solides. Donc directement, on sait que les deux droites ici parallèles, la pente c'est moins 0,06 volts. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand on a deux formes neutres, il y a autant d'H+ que d'électrons et donc pente moins 0,06. Mais ça, ce n'est pas une justification. Donc, on va commencer par les frontières horizontales. Alors, je m'excuse d'avance. Ces calculs, ils sont un petit peu répétitifs. On aurait été en classe, je vous aurais laissé chercher, mais là, je vais devoir commenter. Donc, attribution des termes d'immunité, donc ça, j'ai déjà dit. Donc, le fer, c'est le domaine d'immunité, le fer n'est pas attaqué. Fe2+, Fe3+, c'est la corrosion parce qu'il se détruit et il n'est pas protégé. Et les deux formes solides avec de l'oxygène, c'est passivation, il y a de la rouille. Donc, je m'intéresse à la frontière horizontale entre Fe et Fe2+, la frontière qu'on voit ici. Donc, on doit toujours écrire la relation, l'équation entre les deux formes. Là, on voit que c'est uniquement des électrons, il n'y a pas d'H+. Donc, ça confirme que c'est bien une frontière horizontale. Donc, on écrit la relation de Nernst. Le E0 ici, il va être donné. Les potentiels standards des formes acides, c'est-à-dire celles qui sont de ce côté, en général, elles sont toujours données dans l'énoncé. Fe2+, Fe ou Fe3+, Fe2+. Donc, ça, c'est donné. Par contre, les potentiels standards des autres formes solides, FeOH2, FeOH3, ça, en général, ce n'est pas donné. Ou Fe, FeOH2, ça non plus. On vous donne uniquement celles qui sont ici en général. Donc, pour trouver la valeur, il faut estimer la concentration de Fe2+. Et là, on jette un coup d'œil, c'est à nouveau une concentration totale en fer de 1 mol par litre. Donc là, j'ai fait le plus simple, mais sachez que cette valeur peut varier. Ça peut être égal à 10-1, 10-2, 10-3. Donc, puisque c'est 1 mol par litre, dans le terme log, ça va disparaître et il vous reste uniquement E0, c'est-à-dire la valeur potentielle standard, moins 0,44 volts. Donc, moins 0,44, on vérifie, on est juste un petit peu au-dessus de moins 0,5. Donc, ça, c'est cohérent. Pensez à toujours revenir vérifier si vous avez la bonne valeur, si ça correspond au diagramme. Ensuite, je regarde la frontière entre Fe3+, Fe2+, la frontière qui est au-dessus. Donc là encore, on écrit la relation de Nernst par rapport à ce couple-là. Cette fois, il y a un seul électron échangé, donc ici on divise par 1. Et la forme oxydée à côté des électrons, c'est Fe3+, la forme réduite, Fe2+. Donc les deux formes solubles, ça vous fait un rapport de concentration. Donc, ça veut dire que la valeur dans le log ici, ce sera toujours 1, quelle que soit la concentration, puisque de toute façon, ça va se simplifier, puisque la limite de prédominance, c'est à la limite où il y a autant de l'un que de l'autre, quelle que soit la concentration, ça donnera toujours la même valeur. Donc ensuite, on s'intéresse aux frontières verticales. Dans frontières verticales, il y en a deux ici et là. Alors ces frontières verticales, on va les estimer en utilisant les valeurs de Ks qui sont données par l'énoncé. Donc là, c'est à vous de chercher qu'est-ce qu'on vous donne par rapport aux espèces qui sont sur le diagramme. Et c'est ça qui va vous guider sur la démarche qu'on doit faire. Donc là, vous voyez qu'on donne le Ks de FeOH2, FeOH3. Donc on va avoir un raisonnement très similaire pour les deux. Donc je commence par la frontière qui est en dessous, Fe2+, FeOH2. Donc si j'écris l'équation entre les deux, vous voyez qu'ici on a uniquement un échange OH-, il n'y a pas d'électrons. Donc ce sera une frontière verticale. Donc Ks,
qui est donné dans l'énoncé, c'est donné plus haut. Donc, KS, produit de solubilité, il faut écrire la réaction de dissolution. Attention, cette réaction, elle est à l'envers de celle que j'avais écrite au début, l'équation la plus logique, mais c'est sur celle-là qu'il faut raisonner. Donc, le KS, comme on a vu tout à l'heure, c'est l'activité des produits, c'est les ions, divisé par l'activité du réactif, le solide, qui fait 1. Donc, le produit des ions, Fe2+, il y en a 1, donc ça fait puissance 1. Attention, les plus sont remplacés par des multipliés. Et OH-, comme il y en a 2, ça fait 1 carré. Et donc, cette valeur, ça fait 10 puissance moins 14. Donc, on est exactement dans le même état d'esprit que tout à l'heure. On impose Fe2+ égale 1 mol par litre. Donc, ce terme Fe2+, il disparaît. Et vous avez directement OH- au carré égale 10 moins 14. Donc, si vous voulez avoir la concentration OH-, il faut faire la racine carrée. Racine de 10 moins 14, c'est facile, ça fait 10 moins 7. Là aussi, mol par litre. Donc, comme nous, on veut la valeur du pH, on a besoin de connaître H+. Donc, KE, c'est le produit H+, fois OH-, ça fait toujours 10 moins 14. Donc, pour avoir H+, c'est 10 moins 14 sur OH-, 10 moins 7. Et donc, pH égale moins log H+ égale 7. Donc, la limite verticale entre Fe2+ et FeOH2, elle vaut pH égale 7. Graphiquement, cette frontière, vous voyez qu'elle est quasiment à 7. Alors après, les diagrammes qu'on vous donne, c'est des modélisations. Ce n'est pas forcément pile à la valeur, hein, mais en général, ça ressemble pas mal. Donc, graphiquement, vous pouvez toujours vérifier si c'est cohérent. Alors, pour la frontière suivante, c'est exactement le même raisonnement. Donc, je vais aller très vite. Donc, on s'intéresse à la limite entre Fe3+ et FeOH3. On écrit la réaction de dissolution. Cette fois, il y a 3 OH-, par rapport à tout à l'heure, il n'y en avait que 2, puisqu'il y a un 3 ici. Le KS, ça va ressembler, sauf que cette fois, ce sera OH- au cube. Fe3+, toujours 1 mol par litre. Donc, Fe3+ disparaît de l'équation et vous avez OH- au cube égale 10 moins 38. Donc, tout à l'heure, c'était un carré, j'avais pris la racine carrée. Maintenant, c'est un cube, donc je vais faire la racine cubique. Racine cubique, c'est comme si on divisait par 3 la valeur de la puissance. Donc, c'est 10 puissance moins 38 sur 3. Donc, avec la calculatrice, on trouve 12,6666, etc. Donc là, j'ai arrondi. Et là, c'est la valeur OH- en mol par litre. Donc, ensuite, on est obligé de passer par H+, si on veut avoir pH égal. Donc, KE, c'est le produit. H+, c'est KE sur OH-, donc ça fait 10 puissance moins 1,3. Et le pH, c'est uniquement la puissance en valeur absolue. Parce que le moins log, ça va neutraliser 10 puissance moins. Donc là, on trouve un pH 1,3. Et vous voyez que le raisonnement que j'ai fait, c'est exactement le même que tout à l'heure. Et à chaque fois que vous aurez des solides où il y a des OH- avec une certaine valeur, ça va toujours être de cette façon-là. Donc, si vous avez pris l'habitude de raisonner avec 2 ou 3 OH-, eh ben, vous avez exactement les mêmes calculs à chaque fois qu'ils reviennent. Donc, c'est un petit peu plus compliqué les frontières verticales à trouver, mais si vous vous rappelez comment on fait, c'est tout à fait faisable. Donc ici, cette frontière, on voit qu'elle est comprise entre 1 et 2.
Donc, ça fait à peu près 1,3. Donc là, on a vu les frontières horizontales et les frontières verticales. Maintenant, il va rester à faire les frontières obliques. Il y en a 3. Donc, ces deux, elles sont parallèles. Et moins 0,06 volts parce que c'est des espèces solides. Et celle-là, on voit que la pente, elle est plus marquée. Donc là, ça va être une valeur différente. Donc, première frontière oblique, j'utilise ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, si vous n'avez pas confiance, vous pouvez refaire l'équation entre les deux et voir qu'il y a 2 H+ et 2 électrons. Et du coup, ça vous fait une pente moins 0,06. Et pour l'autre forme, c'est pareil, les deux solides. Donc, vous avez des pentes parallèles, enfin des pentes identiques plutôt, donc ça vous fait des droites parallèles. Alors, pour l'autre frontière, entre Fe2+ et FeOH3, celle qui descend davantage, donc là, je suis obligée de l'écrire. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas le même nombre de H+ que d'électrons. Ça, c'est parce que les deux formes initiales, elles ne sont pas neutres toutes les deux. FeOH3, c'est neutre, mais Fe2+, il y a des charges. Et donc, vous n'avez pas le même nombre de H+ que d'électrons. Et donc, il n'y aura pas une simplification ici. Donc, quand vous écrivez Nernst, donc E égale E0 du couple FeOH3, Fe2+. Donc, cette valeur de E0, elle ne sera jamais donnée dans l'énoncé, mais on peut estimer que le couple existe, et donc on peut donner cette valeur abstraite, même si on n'a aucune idée de la valeur. Peu importe, puisque nous, on veut juste la pente. Donc, plus 0,06 sur un électron échangé. Log de la forme oxydée, ici, je n'ai pas écrit le solide parce que ça fait 1, H+ puissance 3, et on divise par Fe2+ fois l'activité de l'eau puissance 3, mais ça fait 1, donc il reste uniquement Fe2+. Donc Fe2+, la concentration c'est 1 mol par litre, mais même si ce n'était pas 1 mol par litre, ce serait rentré dans la constante avec l'autre, si jamais on avait une valeur différente. Donc le premier terme, ici que j'appelle constante, c'est l'ordonnale origine. Si on a 1 mol par litre, c'est ce E0, mais qu'on ne connaît pas. Plus 0,06 log H+ puissance 3, puisque celui-là, on l'a simplifié. Donc on va sortir le 3 devant le log. Donc ça fait 6 fois 3, 18. Et ensuite, on dit que log H+, c'est moins pH. Donc l'équation de la droite, finalement, c'est une constante, l'ordonnale origine, moins 0,18, c'est le 6 fois 3, 18, pH. Donc on a une pente 3 fois plus importante, en valeur absolue, par rapport à l'autre. Tout à l'heure, c'était moins 0,06, là, c'est moins 0,18. Donc les pentes qu'on peut vous demander de trouver dans les dessins, dans les diagrammes, c'est toujours des multiples de 0,06. Soit positif ou négatif, ça dépend si ça monte ou ça descend. Ça peut être 0,12 ou 0,18 ou 0,24. Souvent, c'est des multiples de 0,06. Et ça se voit graphiquement que ça penche plus. Vous pouvez aussi essayer d'estimer la valeur de la pente graphiquement. Et là, on verrait que la valeur ici, elle est 3 fois plus importante que la pente ici. Donc, en prenant 2 points du dessin, on peut réussir à le trouver. Voilà, donc ça vous fait des calculs un petit peu répétitifs, mais c'est des points faciles à prendre, ça, dans les exercices de concours. Donc maintenant, on va voir le diagramme de l'eau. Donc pour le diagramme de l'eau,
les espèces qui vont nous intéresser, c'est H2O. Donc H2O, il apparaît dans deux couples. Le couple O2H2O, où O2 c'est la forme oxydée, l'oxygène c'est la forme oxydée et H2O c'est la forme réduite. Et H2O, il apparaît aussi dans ce couple-là, H2O qui contient H+. Donc là, on a H2O ici sous forme H+, c'est la forme oxydée, et H2, c'est la forme réduite. Donc, les trois espèces à considérer dans le diagramme, ça va être H2O, O2, la forme oxydée, et H2, la forme réduite. Alors, pour les placer les trois les unes par rapport aux autres, on regarde les nombres d'oxydation. Alors, l'hydrogène dans H2O, c'est +1, c'est comme si c'était H+, dans H2O. Et l'oxygène dans H2O, c'est -2. Donc, si vous prenez dans la molécule d'eau, l'atome H dans la molécule d'eau, il a un degré d'oxydation +1, positif, donc il est oxydé. Il a perdu un électron, puisque le degré d'oxydation, ça correspond au nombre d'électrons perdus. Et donc, H2, on peut le réduire, on peut diminuer le nombre d'oxydation à 0 dans la molécule H2. La molécule H2, son nombre d'oxydation, c'est 0. Donc, H+, H2, on a H+, la forme oxydée, qui va être au-dessus, et H2, la forme réduite, qui sera en dessous. Donc, on a toujours la forme oxydée au-dessus, la forme réduite en dessous. Donc, H2, ce sera celui qui est le plus bas sur le diagramme par rapport à H2O. Et ensuite, dans la molécule d'eau, l'atome d'oxygène, on a vu qu'il avait un degré d'oxydation -2. C'est comme si c'était l'ion O2-. Et donc, s'il a un degré d'oxydation négatif, c'est qu'il est réduit, on peut l'oxyder au degré 0, c'est-à-dire on peut augmenter la valeur. Si on passe de -2 à 0, on oxyde sous forme oxygène. Et donc, O2, c'est la forme oxydée du couple H+, O2. Donc, O2 va se trouver au-dessus. Donc, ça, c'est le brouillon où je sais que mes espèces elles vont être placées verticalement de cette façon. Et les frontières, il va falloir les calculer. La frontière qui est là. Soit elle a une pente positive, par exemple plus 0,06, soit elle a une pente négative, soit elle a une pente nulle, si jamais on a E égale constante. Donc là, il va falloir estimer les valeurs. Donc, on va d'abord regarder la frontière entre H+ de H2O et H2, donc c'est-à-dire cette limite-là. Donc, là où c'est un petit peu compliqué à comprendre, c'est que H2O, on va la regarder sous forme H+, dans le couple H+, H2. Donc, on va assimiler les régions H+ et H2O, puisque pour avoir H+ dans l'eau, c'est qu'on est forcément avec de l'eau, et donc l'eau existe. Si vous avez H+, c'est qu'il est forcément dans l'eau. Donc, la limite entre H+ et H2, l'équation, elle est très simple. Ce qui va changer par rapport à d'habitude, c'est que cette fois, H2, il est sous forme de gaz. Donc, quand vous écrivez la relation de Nernst, le potentiel, c'est le potentiel standard de ce couple-là, H plus H2. Celui-là, il est donné ici, ça fait 0 par convention, mais c'est toujours donné. Plus 0,06 sur 2 électrons échangés, le 2 électrons qui est ici. Log de la forme oxydée, celle qui est à côté des électrons, c'est H+, en concentration. Et vous voyez qu'il y a un carré.
puisqu'il y a un 2 devant. Et on divise par l'activité de la forme réduite, H2 gazeux. Alors, comme c'est un gaz, pour changer, cette fois, ce sera l'activité égale la pression partielle de H2 qu'on exprime en bar. La valeur numérique de la pression partielle de H2 qu'on exprime en bar. Alors, si on regarde l'énoncé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on est pour une pression totale de 1 bar. Donc là, on va supposer que la pression H2 dont on a besoin, on va la prendre égale à 1 bar. Donc, si vous posez que la pression H2 vaut 1 bar, ben, le pression H2 il va se simplifier. Donc, pression H2 égale 1. Donc, en fait, c'est comme si là, on n'avait rien écrit. Et donc, il va vous rester uniquement le terme avec H+. Et là, vous voyez qu'il y a autant de H+ que d'électrons. Et donc, la pente, elle sera égale à moins 0,06 pH. Alors, pour tracer la droite sur le graphique, on va utiliser l'équation y égale à x plus b, où x, l'abscisse, c'est le pH, ce que vous avez ici. Donc, on va prendre pour pH égale 0, si vous faites l'application numérique, pH égale 0, ce terme disparaît, E égale E0, c'est-à-dire 0 directement. Donc, cette limite, elle passe par le point 0 à pH 0. Et ensuite, si pH égale 14, valeur maximum, vous faites l'application numérique, E0 égale 0 moins 0,06 fois le pH 14. On aurait pu prendre un autre point, hein, mais bon, le plus simple, c'est 14. Et quand vous faites l'application numérique, vous trouvez moins 0,84. Donc, ça veut dire que l'ordonnée ici, elle est à moins 0,84. C'est à peu près entre moins 0,8 et moins 0,9. Donc, H2 se trouve en dessous et O2 au-dessus. Donc là, vous avez la limite. Et cette limite-là, c'est exactement comme les limites qu'on avait tout à l'heure sur ce dessin. Une des limites qui est ici. Et pourquoi on a une pente moins 0,06? Parce que les deux formes sont neutres, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était deux solides, mais en fait, ce n'était pas le fait qu'ils soient solides, c'était surtout le fait qu'ils soient neutres. Il y a autant de H+ que d'électrons, et donc une pente moins 0,06. Et là, si vous voulez spoiler, vous voyez qu'entre O2 qui est neutre et H2O, c'est neutre aussi, il n'y a pas de charge, et donc la pente, elle va être parallèle à ça, moins 0,06. Mais ça, il faut le démontrer. Donc, entre O2 et H2O, donc on écrit l'équation. Et là, vous voyez, c'est pas 2 et 2, mais c'est 4 et 4. Il y a autant de H+ que d'électrons. Donc là, on y va direct, que la pente, elle va aussi être égale à moins 0,06. Donc, le potentiel, c'est le potentiel standard de ce couple-là, qui était donné dans l'énoncé ici, 1,23 volts. Donc, le E0 ici vaut 1,23 volts, plus 0,06 sur 4 électrons. Là, vous avez le 4. Log de la forme oxydée, c'est tout ça. Alors, le gaz, on va l'écrire sous forme pression partielle. H+, il y en a 4, donc puissance 4. Et on divise par la forme réduite. C'est l'activité de l'eau au carré, puisqu'il y en a 2. Mais l'activité de l'eau, ça fait 1. Donc là aussi, on va raisonner pour une pression totale 1 bar. Et donc, on va supposer que la pression de O2, ce sera 1 bar. Donc, pression O2, ça va disparaître, puisque ça fait 1. Et l'activité de l'eau, aussi, ce terme va disparaître, puisque ça fait 1. Donc, quand vous simplifiez, il vous reste H+ puissance 4 dans le log. Et ça, vous l'avez divisé par le coefficient 4. Parce que vous aviez le même nombre de H+ que d'électrons. Et ça va vous faire
au final une pente moins 0,06. Donc, c'est parallèle à la précédente. Donc, application numérique. Pour tracer une droite, il vous faut 2 points. Si pH égale 0, le potentiel, c'est 1,23. Donc, ça veut dire que ce point, il est à 1,23, à peu près ici. Et puis, si pH égale 14, l'autre valeur, donc vous faites l'application numérique et on trouve 0,39 volts. Donc, ce point, pour pH 14, il vaut 0,39 ici. Donc, vous voyez que une fois qu'on a tracé, on voit qu'on a bien 2 droites parallèles. Pente, moins 0,06 volts. Alors, exploitation du diagramme de l'eau. Alors, c'est un peu comme tout à l'heure. On va regarder quand est-ce que l'eau est stable ou pas. Donc, le domaine de stabilité thermodynamique de l'eau, c'est ce domaine-là. Et on voit que ce domaine, il est compris entre 2 droites. La distance entre ces droites, ici, à pH égale 0, c'est la différence entre ces 2 valeurs. Donc, ça fait 1,23 volts. Mais si vous faites modifier le pH, comme les droites sont parallèles, l'écart entre les deux sera toujours de 1,23 volts, quel que soit le pH, de pH égale 0 à pH égale 14. Donc, le domaine de stabilité de l'eau, c'est la limite entre ces 2 droites, c'est toujours de 1,23 volts. Donc, la limite de stabilité de l'eau s'étend sur 1,23 volts, quel que soit le pH. Alors, quand on veut faire une électrolyse de l'eau, on utilise un générateur extérieur, ici symbolisé par ça, le générateur extérieur, où on a la borne plus d'un côté, la borne moins de l'autre. On branche le courant et donc, quelle tension on va imposer? Si on mettait exactement 1,23 volts au générateur, ici, si vous mettez juste 1,23 volts, vous êtes sur la limite, mettons qu'on soit à pH 4, voilà. Si vous imposez juste 1,23 volts, vous êtes sur la limite où O2 existe et la limite où H2 existe. C'est-à-dire, c'est vrai, vous allez voir des bulles de gaz se former, mais très peu. Et plus vous allez imposer un potentiel important, plus la réaction va être rapide. Donc, en général, on utilise un générateur de 3 volts. C'est à peu près le double de ce qui est nécessaire. Parce qu'il y a on appelle ça des surtensions qui ralentissent. Donc, si vous avez de la chance, vous avez des électrodes en platine. Ou si votre lycée est moins bien doté, vous avez des électrodes en graphite. Hein, ça, c'est les crayons papier, ça ne coûte rien. Et donc, si on impose 3 volts, si j'impose 3 volts sur le dessin, c'est à peu près le double de ça. C'est cette échelle, puisque de là à là, il y a 3 volts. Donc, vous voyez que si j'impose 3 volts au générateur, on va imposer qu'il y ait la borne, une borne qui soit du côté du domaine de H2, donc ça va créer du gaz H2. Et l'autre potentiel, le potentiel plus grand, la borne positive du coup, elle va former des bulles de O2. Donc ça, ce que j'ai représenté ici, cet écart, c'est le générateur lors d'une électrolyse. Mais si on s'intéresse au domaine de stabilité de l'eau, ça fait 1,23 volts. Donc le domaine de stabilité de l'eau, c'est celui-là. Il s'étend sur 1,23 volts. Si on est au-dessus
on fabrique de l'oxygène, on a fait une oxydation. Donc, au-dessus, ce sera le domaine d'oxydation de l'eau. Et on va former de l'oxygène. Et en dessous, si on fait la forme réduite, on aura le domaine de réduction de l'eau. Donc, quand vous faites l'électrolyse, on voit que la borne plus, ce sera celle où il y aura l'oxygène. C'est dessiné ici. Et la borne moins, c'est celle où il y a l'hydrogène. Alors, quelles sont les deux réactions qui ont lieu aux bornes? La première réaction, c'est H2O donne O2. Ici, on fabrique du gaz. Et l'autre réaction, c'est H+ donne H2. Donc, en fait, quand on vous dit qu'on fait une électrolyse de l'eau, c'est jamais de l'eau du robinet. En général, c'est une solution acide. Tout simplement parce qu'on a besoin d'être en milieu acide ici, H+, et on en a besoin là aussi. On voit sur le dessin que peu importe le pH où on se trouve, parce qu'on aura toujours 1,23 volts d'écart, mais le plus souvent, on fait cette électrolyse en milieu acide. Donc, on est à pH 1 ou 2. Donc là, cette équation, vous voyez qu'il y a plus d'électrons que tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait raisonné 2H+ 2 électrons. Tout simplement, j'ai multiplié par 2 parce que si je veux l'équation bilan globale, je dois avoir le même nombre d'électrons pour l'une ou pour l'autre. Donc, il me faut 4 électrons ici qui se simplifient avec 4 électrons ici. Du coup, j'avais augmenté les coefficients. Donc, quand vous ajoutez les deux équations, vous voyez que vous avez globalement de l'eau qui va se transformer en O2 et 2H2. Donc, vous voyez que là, le coefficient stoichiométrique de l'hydrogène, il est plus important que O2. C'est pour ça que le gaz, dans le tube à essai retourné, ici, initialement, les deux tubes étaient remplis d'eau. On voit qu'il y a 2 fois plus de bulles de gaz du côté H2 que O2. Alors ensuite, comment identifier les places de anode et cathode? Là, c'était écrit sur le dessin, mais c'est un peu prématuré. Donc, pour savoir où est l'anode et la cathode, on regarde cette réaction-là. On passe de la forme réduite à la forme oxydée, puisque la forme oxydée, elle est à côté des électrons. Donc ici, globalement, on a fait une oxydation de l'eau. Et quand on fait une oxydation qui commence par une voyelle, c'est l'anode qui commence aussi par une voyelle. Donc au niveau où il y a l'oxygène, c'est l'anode. Et l'anode, c'est le plus. Et pour l'autre réaction, on est passé de la forme oxydée à côté des électrons à la forme réduite. Donc, si on va dans ce sens-là, c'est une réduction qui commence par une consonne. Et la réduction, c'est la cathode. Donc, globalement, pour l'équation bilan d'électrolyse de l'eau, la cathode, c'est là où on forme l'hydrogène. Donc, on voit qu'ici, la cathode, c'est le moins. Donc, attention, quand je vous avais présenté la pile Daniel, cuivre-zinc, je vous avais dit que la cathode, c'était le plus. Mais la cathode, c'était le plus dans le cas où ma pile cuivre-zinc, c'était le générateur. Là, vous voyez qu'on a utilisé un générateur extérieur. Et ce générateur, on a dû imposer une différence de potentiel plus importante que les 1,23 volts du domaine de l'eau. Puisque si on impose juste 1,23 volts, eh bien, l'eau va rester stable et il ne se passera rien. Donc, on est obligé de fournir un peu plus que 1,23 volts. Donc, maintenant qu'on a fait ce dessin du diagramme de l'eau, on va superposer ces équations-là par rapport au diagramme qu'on a déjà vu. Donc, ça va être la partie stabilité des métaux dans l'eau. Donc, on a une pente moins 0,06. Il y a une première droite, elle part de 0
et elle a une pente, en fait, elle doit être parallèle à ça. Donc, ma première droite, elle part de 0. Et ma deuxième droite, elle est parallèle à la première, sauf qu'elle part de 1,23 volts. Donc là, j'ai une parallèle à 1,23. C'est un peu en dessous d'1,25. Donc là, vous avez les domaines de l'eau. H2, c'est le plus bas. H2O, c'est au milieu. Et O2, c'est le plus haut. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai superposé le diagramme du cuivre avec le diagramme de l'eau. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Que le cuivre solide, il fait partie de ce domaine-là. Il a une partie commune avec l'hydrogène et surtout avec l'eau. Donc, le domaine où il y a à la fois le cuivre et l'eau, c'est-à-dire ce domaine-là, cette bande, ça va correspondre à la stabilité du cuivre dans l'eau. Donc, le cuivre, il est stable dans l'eau puisqu'il a un domaine commun avec l'eau. C'est-à-dire que le cuivre, même si vous le mettez dans de l'eau pendant un certain temps, il va très peu subir de corrosion. Donc, on dit que c'est un métal noble. Il s'oxyde difficilement, ça s'oxyde quand même, hein, puisque les toits des vieilles églises, elles ont une couleur un peu verdâtre. Ça montre qu'il y a du Cu2O ou du CuH2, mais ça s'oxyde beaucoup moins que du fer, par exemple. Donc là, je vous ai mis le classement des métaux nobles. Et en fait, c'est quasiment proportionnel avec le prix. Plus vous êtes haut, plus c'est cher. L'or, c'est le métal le plus noble possible, c'est-à-dire celui qui subit le moins de corrosion. C'est pour ça qu'il y a énormément de bijoux en or. Ensuite, en dessous, vous avez l'argent. Mais l'argent, ça peut noircir un petit peu à la longue. Les couverts en argent, avant, ça se faisait, mais il fallait souvent les frotter parce que après, ils perdaient leur brillance. Et on voit que le fer, il se trouve très bas sur ce dessin. Donc, autant le cuivre, il va peu subir la corrosion parce qu'il est noble, que le fer en bas. Le fer, lui, il va subir la corrosion beaucoup plus que le cuivre. Donc, le deuxième exemple, c'est le diagramme du fer. On a vu que ces droites-là, elles avaient une pente moins 0,06. Donc, ma première droite de l'eau, elle passe par 0. Et la deuxième, elle est parallèle à la première. Voilà, et elle passe à 1,23 volts. 1,23, c'est à peu près ici. Donc, H2, c'est le plus bas. H2O, c'est au milieu. Et O2, c'est en dessus. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Que le fer solide, là, il a un domaine commun avec l'hydrogène. C'est-à-dire qu'on peut utiliser une citerne en acier pour contenir de l'hydrogène. Là, il n'y aura pas de souci. Par contre, le fer avec l'eau, il ne présente pas de domaine commun. Donc, si vous mettez du fer dans de l'eau, exemple, un clou que vous laissez dans l'eau, comme le fer et l'eau n'ont pas de domaine commun, eh bien, le fer va subir une corrosion, il va passer dans un domaine supérieur, soit Fe2+, si on est en milieu acide, puis ensuite ça peut donner Fe3+, aussi en présence d'oxygène de l'air. Donc le fer, il va subir la corrosion à cause de l'eau et aussi à cause de l'oxygène dissous dans l'eau. Donc si on est en milieu acide, ça va vous donner des ions. Donc le clou, il peut complètement disparaître. Si le milieu il est acide, par exemple pH 1, le clou il peut complètement disparaître. Ou sinon, si on est en milieu neutre, pH à peu près 7,
avec l'eau et l'oxygène, le fer va passer dans ce domaine-là, commun avec l'eau, FeOH3. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la rouille. La rouille, c'est un mélange d'oxyde et d'hydroxyde, FeOH2, FeOH3, Fe2O3. Donc il y a beaucoup plus de composés que ça. Ça, c'est un truc simplifié. Donc, par contre, ce qu'on peut dire, c'est sûr, c'est que le fer n'est pas stable dans l'eau parce qu'il n'a pas de domaine commun. Vous voyez que la limite avec H2O, elle est proche en milieu basique, mais ce n'est pas un domaine commun. Donc le fer, il subit une corrosion quand il est dans l'eau. Il donne la couche de rouille. Et comme cette couche, elle n'est pas suffisamment étanche, la corrosion va se poursuivre sous la couche de rouille. C'est-à-dire que le métal fer, le clou, il peut être complètement corrodé, y compris vraiment à l'intérieur. Et donc, en essayant de plier le clou, on peut le casser directement. Donc, pour éviter cette rouille, on a inventé l'acier inoxydable. Donc, l'acier par rapport au fer, ça va contenir 2% de carbone. Ça, c'est un acier. L'acier, c'est 98% de fer et 2% de carbone. Mais l'acier, ça peut rouiller quand même. Et dans ce qu'on appelle l'inox, acier inoxydable, couramment on dit l'inox, c'est qu'en plus, vous avez rajouté du chrome. Et le chrome, c'est un métal plus noble. Le chrome, disons qu'il est à côté du fer, mais le chrome, il se recouvre d'une couche protectrice et ça va plus protéger de la corrosion que la rouille, tout simplement. Voilà, donc on a l'acier inoxydable qui permet de lutter contre la corrosion.